Cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration du Gîte au Ruisseau Enchanté, situé au 105 chemin du Rang-7 à Mont-Tremblant, au téléphone 819-425-7265. À la recherche d'un endroit paisible pour prendre un temps de repos, le Gîte au Ruisseau Enchanté est l'endroit tout indiqué pour vivre un séjour inoubliable. 3 chambres confortables avec salle de bain privée et le petit déjeuner gastronomique vous convaincront de revenir. Le Gîte au Ruisseau Enchanté de Mont-Tremblant. Acheter en français, c'est bien sûr contribuer au développement de notre économie, mais c'est aussi se respecter et se faire respecter. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et un joyeux Noël, tout en français. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission Au cœur des lettres. Nous sommes aujourd'hui privilégiés par un encadrement et un décor choyé. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un poète des Laurentides, qui n'est pas seulement poète, mais qui a beaucoup de cordes à son arc. Il est poète, conteur, slameur. Il est vraiment imbibé de valeurs exceptionnelles et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bernard Anton. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à faire du slam par exemple? C'est vraiment quelque chose qui est très à la mode maintenant. Mais vous, le sérieux professeur de français qui enseignait depuis plus de 20 ans et qui avait écrit pas moins de 28 ouvrages, qu'est-ce qui vous a amené donc à faire du slam? C'est un médium qui m'intéresse. Le slam vous permet d'être en contact avec le public, de voir votre public, d'interagir avec votre public. Je suis poète, je suis né poète, la substance, elle est là. C'est juste la forme qui change un peu. Je suis essentiellement un poète. J'ai écrit des poèmes, bien sûr, avec des vers libres. Le slam, c'est une forme de poésie orale, populaire, accessible. En anglais, on appelle ça spoken words. Donc, c'est une parole rythmée, rimée, qui rend le poème plus actuel, plus proche du public. Vous parlez de poésie aux gens, on dirait qu'ils n'embarquent plus. Vous parlez de slam aux gens et tout le monde vient. La salle se remplit. Vous leur dites, écrivez-nous un poème, et ils hésitent. Vous leur dites, écrivez-nous un slam. Ils n'ont pas peur. Ils sortent leur slam et le lisent au micro. C'est en fait de la poésie, mais adaptée ou nommée d'une façon différente de nos jours. C'est peut-être pour ça que ça revient un peu à la mode, parce qu'au départ, effectivement, ce sont des poèmes. Ça dépend du slameur. Ah oui. Ça dépend du slameur. Il y a des slameurs qui sont plus prosaïques, il y a des slameurs qui sont plus poétiques. Dans le slam, on ne peut pas trop travailler la langue, parce que c'est une parole spontanée. Il faut que tout de suite le lecteur, ou pas le lecteur, l'auditeur, saisisse le message, l'idée, l'histoire. Donc on ne peut pas jouer à double sens. Peut-être que oui, il peut y avoir un sens second, mais il faut que ce soit accessible. C'est un grand débat dans la littérature, à savoir, est-ce qu'on classe ce genre dans le répertoire de la littérature? Il fait plutôt partie de la littérature moderne, contemporaine, de la nouvelle littérature. Donc très populaire, et le slameur est libre de mettre le dosage de poésie qu'il veut là-dedans. Moi, avec mon défaut de poète, avec mon bagage poétique, d'amour de la langue, du travail de la langue, ça me reste, si je peux dire ça comme ça, mais j'essaie d'être plus souple, plus prosaïque, plus accessible. Donc c'est une poésie plus populaire, plus orale. Donc c'est un peu votre côté comédien finalement, qui voulait dépasser le papier et aller rencontrer les gens pour avoir une interaction directe? J'aime beaucoup le public. Oui. Je suis un gars de contact, de communication, de communion même avec les âmes, avec les autres. Ça me prend un public, ça me stimule. Plus il y a du monde, plus je suis en forme. Et j'ai donné plusieurs récitals, soirées de poésie.
Mais le slam, c'est différent. La dynamique du slam est complètement différente. Il y a un rythme, alors qu'on dirait une soirée de poésie, c'est plus figé. Avec le slam, on peut se permettre un accompagnement musical, une ambiance. Les gens sont plus relax. Le slammer est un peu plus relax qu'un poète. Les poètes se prennent... Peut-être parce que ce que l'on annonce en présentant le slam, c'est quelque chose justement de populaire, d'accessible. Les gens ne vont pas se dire, bon, ils vont m'emmener dans un terrain là où je ne comprendrai absolument rien de sa poésie. Il va falloir que je relise 3 fois pour comprendre ce qu'il a voulu dire, c'est ça. Et puis quand on va dans une soirée de slam, on s'attend à ce que le slammer en avant soit dynamique. Alors que l'image du poète qui lit... C'est la notion de spectacle qui est plus présente. Exactement, c'est plus théâtral, si vous voulez. La scène est là, la scène est vivante et le public participe. Il a le droit d'intervenir, de réagir, de rire. C'est pas figé comme dans une soirée classique de poésie. Je n'enlève rien aux belles soirées de poésie, bien sûr. C'est un autre monde, c'est un autre monde. D'ailleurs, vous avez créé vous-même des soirées de poésie. Vous avez fondé une association il y a quelques années. La CPL, les Amis du Conte et de la Poésie des Laurentides. Donc, vous étiez très dynamique. Ben oui. Mais là, vous me parliez d'âme tout à l'heure. L'âme, c'est quelque chose d'important pour vous. Vous avez fait des études, même s'il ne faut pas en parler trop, mais vous avez fait des études en religion, mais vous avez vraiment évolué d'une autre façon. Donc, vous venez d'un univers qui était plus fermé, si je puis dire. Vous n'êtes pas le seul, beaucoup de gens sont passés par là. Mais ça a fait une belle transformation chez vous, finalement. Vous me dites que vous dévorez tout ce qui est philosophique, anthropologique, que vous êtes vraiment animé par l'être humain, en fait. C'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est le bonheur de l'être humain, son bien-être, son épanouissement, ses expériences, son vécu profond, viscéral, ontologique. Je me rends compte que depuis mon premier livre, depuis mon premier recueil de poèmes, j'ai toujours été intéressé par cette dimension profonde, humaine de la personne. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette quête de l'humain? Chacun a ses intérêts. Moi, c'est la connaissance profonde de soi, qui on est. J'ai un slam là-dessus, qui on est, d'où on vient. On n'est pas un squelette charnu, on n'est pas un potentiel cadavre, on n'est pas un consommateur, on n'est pas juste un acteur qui est voué à vivre son rôle sur une scène et quand l'éclairage s'éteint, c'est fini, il n'existe plus. Donc vous croyez en la destinée? On est plus que ça, on est infini, on est l'infini, on est le beau, on est le permanent, on est l'éternel présent. On est lumière. Et on ne meurt jamais. Justement, j'ai une très belle phrase du Dalai Lama qui dit, justement, la mort n'existe pas. Il dit exactement, mourir ne signifie pas cesser d'exister. Donc, la mort, c'est une étape, c'est une phase. On continue, la vie est trop belle pour finir bêtement comme ça. On évolue. Moi, j'ai toujours ressemblé ça à un fœtus. Il se développe dans le ventre de sa mère et au moment de la naissance, c'est un traumatisme. Il pleure, il crie, il pense qu'il va vers quelque chose de pire, de terrible, d'horrible. Il est habitué à son milieu tout chaud, liquide, confortable, alors qu'il va vers du mieux. Il naît à la vie. Je pense que chacun peut avoir ses convictions, mais selon mes convictions personnelles, la même chose. Après la mort, on va vers quelque chose de beau, de plus beau, on gradue. On passe le doctorat. Vous aviez une belle histoire avec une étoile que vous m'aviez racontée tout à l'heure, ou une luciole, je pense. Ça symbolise un peu l'être humain pour vous, une luciole qui n'a qu'une durée de vie très éphémère et qui adore briller. Tout à fait. Qu'est-ce qui advient de la luciole? C'est un conte que j'ai écrit, publié aux éditions L'Harmattan, dans mon recueil « Mémoire de ciel et de vent ». J'ai publié ce recueil en 2005, je pense. Donc, ma quête du spirituel, comment vivre mon expérience spirituelle, comment parler aux autres de choses profondes. Ce que j'entends par spirituel, c'est rien de religieux. Il y a une grande différence entre le religieux et le spirituel.
On n'a pas besoin d'être religieux, d'avoir des croyances religieuses pour être spirituel. C'est accessible à tout le monde, en fait. C'est une façon de voir la vie ou d'être. C'est ça, être conscient de la vie de son âme. La vie de son âme. Et avoir des valeurs. C'est une responsabilité. Oui, il faut s'éduquer, il faut se prendre à main et grandir, nourrir son âme. On passe des heures à nourrir son corps. À nourrir son esprit aussi. Oui, alors il faut encore nourrir son esprit, son âme. Pour retourner à l'histoire de la luciole, oui, c'est une métaphore que j'ai écrite. Je me suis dit, comment en une page, dans un petit conte, une petite histoire, dans une métaphore, cristalliser toute cette destinée humaine. Ce qui arrive et ce qui arrivera. Son besoin de connaissance, sa curiosité, sa quête, son intelligence, son amour de la lumière. On est des êtres de lumière pour moi. J'ai trouvé dans la figure de la luciole la meilleure métaphore qui soit. Et c'est parti d'une expérience vraie. Présentement, je reste à Prévost, mais avant, je restais à Saint-Adolphe. Oui. Et la nuit, une fois, quand j'étais à Saint-Adolphe, de ma fenêtre d'en haut, du 2e étage, je regardais par la fenêtre et j'ai vu comme 2-3 lucioles briller, puis disparaître au bout de 2-3 secondes. Je me disais, est-ce que je rêve? Est-ce que c'est une illusion optique? Non, c'était des lucioles. Alors, j'ai trouvé ça tellement fascinant. Je me suis dit, ben, c'est comme nous autres. C'est des êtres de lumière. Ils sont infiniment minuscules. Nous sommes une poussière dans l'univers. Mais quelle poussière sommes-nous? Éternelle. Oui. Nous sommes des parcelles d'étoiles. Nous sommes de la même substance que les étoiles. Alors, les lucioles ne disparaissent pas, selon votre métaphore. J'ai trouvé dans la luciole la meilleure illustration de la destinée humaine. Elle est là. Elle est accompagnée par une autre luciole, plus adulte, qui a plus d'expérience. Et voilà, elle lui dit « Ah, ben, t'es heureuse de danser, puis tu te crois le seul être de lumière? Non, 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 monte plus haut que les arbres. Tu vas voir toutes les autres lumières, les étoiles et la lune. » Puis en effet, elle a suivi le conseil de son amie, puis elle est montée, puis elle a découvert ce monde incroyable, un ciel tout illuminé, tout éclairé, la nuit qui brille. Et l'autre luciole revient, lui dit « Ah, ben, tu penses que c'est tout? Ben non, tu te trompes. Il y a encore quelque chose de plus beau à voir, le soleil. Mais lui, tu ne peux pas le voir sans mourir. Ah. » Alors, elle qui a vécu cette expérience de lumière, de découverte, d'astres et d'infini, elle a découvert l'univers. Justement, toute mon œuvre est basée sur la fusion avec l'univers. Et qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, elle se prépare. J'aime ça faire alanguir ceux qui m'écoutent. Ça, c'est mon défaut de conteur. Mais oui, c'est ça, je vois. Vous pourriez tenir une scène pendant 3 heures, il n'y a pas de problème. Alors, cette étoile, cette luciole, elle est tellement heureuse, elle se fait belle, elle danse, puis elle a hâte de voir le soleil, cet astre lumineux dont on lui a parlé. Et puis, aussitôt qu'il apparaît, elle sent vraiment que le soleil, les rayons du soleil sont plus chauds que ceux de la lune. Et puis, au moment où elle se sent comme brûlée par les rayons du soleil, elle meurt. Au moment où elle se croit mourir et défaillir et faiblir et disparaître, il y a un rayon de lumière qui vient directement du soleil, qui la soutient, puis qui la happe et qui la transforme en étoile. Ah, c'est génial. Alors, c'est pour moi une explication poétique de l'origine des étoiles. C'est merveilleux. Donc, c'est fini, on n'aura plus peur de la mort, on va tous devenir des étoiles. C'est pour ça qu'il y en a tant dans le ciel. Je voulais moi aussi amener mon petit grain de sel pour défendre un peu la nature qui est bafouée, dont on s'en fout, qu'on pollue. Au cœur des lettres vous est présenté en collaboration avec Fleuriste Floraliou au 814 rue de Saint-Jovite à Mont-Tremblant. Au téléphone 819-425-6767. Pour un bouquet de fleurs coupées, plantes vertes ou un montage personnalisé de fleurs de soie ou naturelles pour toute occasion, venez au Fleuriste Floraliou de Mont-Tremblant.
Certains racontent que la Fondation Rêve d'enfant a commencé avec un médaillon, le rêve d'une petite fille hospitalisée qui voulait laisser à sa mère un souvenir d'elle. 25 ans après et 15 000 rêves plus tard, nous nous assurons que toute la famille profite de la magie et de l'excitation. Puis, nous célébrons les réussites et l'espoir que les rêves suscitent. De la part de la Fondation Rêve d'enfant et cette station, merci. La réalisation de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration de Marcel Broquet, la nouvelle édition. 50 ans de succès dans le livre. Bonne émission. Ça fait 22 ans exactement que je publie des livres. J'en ai publié plus de 28. Alors, durant les 28 ans, on évolue, on change de style, de médium. Je suis passé de la poésie au conte, au slam. Et dernièrement, même cela ne me suffisait plus. Je suis passé à l'essai. Oui. J'ai écrit un essai sur l'environnement, plaidoyer pour la terre et les vivants aux éditions Marcel Broquet. Je voulais moi aussi amener mon petit grain de sel pour défendre un peu la nature qui est bafouée, dont on s'en fout, qu'on pollue, qu'on défigure impunément, sans conscience. Alors le spectre est vraiment très très large. On parle de l'âme humaine, de l'essence divine, de la vie éternelle. Mais avant d'atteindre la vie éternelle, il faut protéger la planète. Puis c'est un petit peu votre credo. Qui, elle aussi, est divine, est une création du Créateur. Les arbres sont vivants. Absolument. Oui. La nature est vivante, elle n'est pas une chose. La plus grande erreur, c'est de chosifier la nature. Le moment qu'on regarde la nature, qu'on regarde un arbre comme un être vivant, il y a une communication qui s'établit. C'est vrai. On dialogue. On dit souvent que pour se ressourcer, il faut aller dans la forêt, toucher les arbres. Oui, c'est ça. En parlant de guérison, il vous est arrivé toute une expérience. En 2005, vous avez eu un grave accident. Oui. Ça a dû vous faire réfléchir. Vous me disiez que vous avez été de longs mois complètement invalide. Ça, c'est une page noire, mais il paraît qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Ça vous a permis d'écrire un livre, en tout cas en un mois ou quelques. Beauté perforée. Beauté perforée. Publié aux éditions L'Harmattan à Paris. Qui est un recueil de poèmes. De poèmes, oui, qui est une méditation lente sur aussi la nature. Oui. Mon plus grand drame, bien sûr, les souffrances, 14 fractures, foie coupée en deux, traumatisme crânien, luxation de l'épaule. Vous n'êtes pas manqué? Vraiment avec des séquelles permanentes. Alors, moi qui aime tellement la nature, je me suis retrouvé durant 5 mois cloué sur un lit sans pouvoir regarder ce qui se passe à l'extérieur. Mon seul contact avec l'extérieur, le monde ambiant, la nature était ma petite fenêtre dans ma chambre d'hôpital. Moi qui aime voir le changement des saisons, ça s'est passé au mois de mars. Donc, je n'ai pas vu la neige fondre et le printemps arriver et les arbres bourgeonner et le petit vert pistache, petites feuilles qui commencent à pousser sur les arbres. Je n'ai vu qu'une parcelle de cette renaissance de la nature à travers ma fenêtre d'hôpital. Mais je ne sais pas si vous croyez au destin ou aux coïncidences ou au hasard qui n'en est pas. Mais vous qui êtes un grand fervent de l'âme et de ce qui habite l'être humain, dans le fond, c'était comme pour vous forcer à être en contact avec la seule personne, c'est-à-dire avec vous. Davantage. C'était comme un exercice. Oui. Vous passiez le doctorat à ce moment-là, de l'étude de l'âme humaine, non? Oui, tout à fait. Vous avez dû passer par toutes sortes de phases quand même assez difficiles qui vous ont forcé un peu à réfléchir encore davantage sur ce qui vous animait. Et ça m'a permis d'être encore plus humain. Oui, plus d'empathie, plus de compassion. Et c'est ça que vous me disiez maintenant, que le bouddhisme et toutes les autres religions étaient vraiment, en tout cas que vous les respectiez beaucoup. Ben oui, toutes les religions ont un message de sagesse à transmettre. L'âme vit essentiellement des expériences je peux dire spirituelle. Cette mauvaise expérience, cet accident qui était terrible pour moi,
m'a permis de m'intérioriser davantage et, chose bizarre, de prendre non seulement conscience de l'âme, mais du corps. Parce que vous l'aviez peut-être élagué, vous l'aviez mis de côté, vous étiez déjà spirituel, vous vous étiez déjà rendu dans l'autre planète, non? Bah. Je pense que j'ai lu ça dans un de vos livres, vous parliez d'Einstein, je crois que c'est lui qui avait écrit que nous ne sommes pas des êtres humains ou des êtres spirituels venus vivre une expérience terrestre. Oui. C'est lui qui croyait beaucoup qu'on a vraiment quelque chose à venir apprendre ici sur la Terre. Oui. Par exemple, cet accident, je pense que après une relecture à un second degré de cet accident, il m'a permis, ou il m'a enseigné de ralentir. Je m'occupais tellement des autres. Oui. Je faisais tellement d'activités culturelles dans les Laurentides. Je me dévouais aux autres artistes, aux autres conteurs, aux autres poètes. J'ai animé durant 2 ans des soirées de poésie. J'ai fait un festival du Conte des Pays d'en haut en 2004. Je me suis dévoué à promouvoir les autres poètes, conteurs. Pourquoi c'était si important pour vous de faire ça? Parce que je crois en la collégialité des artistes. Mais maintenant, en fait, vous vous êtes un petit peu recentré sur vous et puis... J'ai plus l'énergie, je n'ai plus le choix. Avec le peu d'énergie que j'ai, suite à mon accident, je ne peux plus faire autant. Et pourtant, en publiant Plaidoyer pour la Terre et les vivants, c'est un très gros livre dans lequel il y a beaucoup de travail. Absolument. Moi, voyant ça de l'extérieur, je me dis, vous avez concentré vos énergies. Ça a donné quelque chose qui est vraiment donc un essai sur l'environnement, sur l'écologie. Vous faites même des ateliers. Oui. Donc, vous voulez vraiment propager les bonnes habitudes de vie. Vous avez plusieurs habitudes assez intéressantes, non? Des habitudes vertes à développer, qu'on peut développer spontanément par amour pour la nature et par amour pour nous, les vivants, d'où le titre « Plaidoyer pour la terre et les vivants ». Donc, on aime la terre, mais on n'aime pas la terre parce qu'elle est sacrée, et toutes les religions bouddhistes et autres considèrent la terre comme sacrée. Ils ne l'appellent pas environnement, ils ne l'appellent pas nature uniquement. Non, ils appellent ça la mer, d'ailleurs, aussi. Oui, hein? oui, Civilisations. La terre-mère, mais plus, ils l'appellent création. Quand on parle de création, ça veut dire qu'il y a un créateur derrière. Donc, ils ne se pensent plus propriétaires, comme tant de personnes. Ils se reconnaissent locataires d'une terre qui ne leur appartient pas. Il y a un très, très beau proverbe amérindien que je répète sans cesse. Ils disent que nous empruntons la terre à nos enfants. Ça appartient à nos enfants. Alors, ce sont nos enfants qui nous prêtent la terre. Alors, c'est la 3e génération qui nous prête la terre, juste pour dire jusqu'à quel point ils pensent au futur. Oui. Donc, laisser la nature le plus propre possible, le moins endommagé possible, avec le moins d'empreintes négatives possible. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir? Bien sûr, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et plaidoyer pour la terre et les vivants, c'est justement un combat pour présenter les choses telles quelles. Il y a 12 chapitres dedans. Je passe de la maison verte à la voiture verte, à l'école verte. J'ai un programme très, 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 très apprécié par toutes les écoles, qui est en application dans plusieurs écoles. Ça s'appelle DASE, D-A-S-E, acronyme pour découvrir, aimer, soigner l'environnement. Pour aimer quelque chose, il faut d'abord la découvrir, cette chose. Si vous voyez un Russe dans la rue, vous ne lui parlez pas, il vous est complètement indifférent. Mais du moment que vous prenez un café avec lui, qui vous raconte son enfance, ses expériences, son vécu, ses peines, ses joies, ses amours, ses goûts, alors vous allez développer une relation avec, et la prochaine fois que vous allez le voir, votre cœur va palpiter, vous allez sentir de l'empathie pour lui. La même chose pour la nature. Si on ne la connaît pas, on ne peut pas l'aimer, on ne peut pas la soigner. Et si cette personne, ce Russe par exemple, il tombe malade, on va être spontanément porté à aller l'aider. La même chose pour la nature, il faut la découvrir. On est spontanément vert, on est essentiellement vert. Regardez un enfant qui a 3-4 ans, laissez-le dans la nature, une demi-heure. Il va s'émerveiller devant un papillon, il va le toucher.
Alors, on a perdu ce regard, je dirais pas poétique, ce regard naturel, parce qu'on est un élément de la nature. La nature fait partie de nous. Nous faisons partie de la nature. Mais c'est un livre qui est accessible, Monsieur, Madame, tout le monde. Oui, pour Monsieur, Madame, tout le monde, c'est très accessible. C'est 12 chapitres différents. On dirait 12 petits livres différents. Ils peuvent l'appliquer au quotidien, oui. C'est pas compliqué. Non, non, j'explique tout ça. Tout commence par un nouvel être au monde. Être au monde. C'est une conscience avant tout, en fait. Hein? Tout commence par la conscience. Si on est conscient de la gravité de chacun de nos gestes, là, on va peser chacun de nos gestes. Là, on va être plus vigilant. Oui, c'est ça, attentif. Vigilant, oui. Alors, on comprend que vous vous nourrissiez de livres spéciaux, je dirais, non pas de romans. Le roman ne vous nourrit plus vraiment, c'est ce que vous me disiez. Vous vous nourrissez, en fait, votre quotidien de livres plus philosophiques, psychologiques, de développement personnel. Oui, Même, vous faites de l'hypnothérapie. Quand j'avais 19 ans, l'ami d'un de mes amis faisait des études là-dedans. Il devait faire un stage, des expériences avec des personnes qui voudraient bien se prêter à son jeu pour produire ça comme travail, pour avoir son diplôme. J'ai accepté, je me suis prêté à son jeu. Oui. Il m'a fait revivre mon enfance. Alors que moi, j'écris depuis l'âge de 12 ans, il m'a fait vivre des choses. En sortant de là, il m'a fait habiter mon âme. Il m'a fait visiter le pays de mon âme. Mm-hmm. Il m'a fait entrer dans mon âme, dans l'âme de mon âme, que je n'ai jamais habité à ce point-là. Il m'a fait vivre des choses profondes de l'âme. Et en sortant de là, il m'a fait revivre mon enfance, et en sortant de là, j'ai trouvé ça tellement beau, et c'était mes premiers poèmes que j'ai publiés. Ah, c'est merveilleux. Quel cadeau. Tout ce que j'ai écrit avant, je l'ai jeté à la poubelle, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas justement ce supplément d'âme. Oui. Alors, c'était mes premières expériences de profondeur. La deuxième chose, ce qui m'a amené à l'hypnothérapie, c'est quand j'étais blessé avec les douleurs chroniques, il n'y avait plus moyen d'apaiser ces douleurs que par la respiration puis la relaxation profonde. Alors, j'ai vu que ça marche. À ce moment-là, j'ai essayé d'approfondir ce genre de relaxation profonde et je trouve que c'est très nourrissant pour l'âme. C'est très intéressant. Merci. Alors, je tiens vraiment à vous remercier de vous être livré dans notre émission Au cœur des lettres. Et on va vous lire, c'est sûr. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour une autre émission Au cœur des lettres. Je vous invite à consulter le site de Cogeco pour connaître les horaires de diffusion et découvrir nos auteurs dans les Laurentides. Merci et à la semaine prochaine. Bientôt, nous mettrons fin à la sclérose en plaques. Grâce au rôle de chef de file du Canada dans la recherche, nous sommes à un pas de trouver le remède. Et le chemin pour y arriver commence ici, avec vous. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur marchedelespoir.com. Faites un pas. Vous pouvez mettre fin à la sclérose en plaques. Je viens au séminaire depuis l'âge d'1 an environ, donc ça a toujours fait partie de ma vie, l'Association des amputés de guerre. Tout ce que l'association a pu m'apporter, outre le volet financier, le volet soutien moral, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Il y a des plus vieux, des plus jeunes, on s'entraide. C'est presque une famille, dans le fond.